l'histoire, au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. C'est un grand personnage de notre histoire que Franck Ferrand nous propose de redécouvrir en ce début d'après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Le personnage en question, c'est le terrible Joseph Fouché. Je disais à l'instant l'inventeur de la police moderne, j'y vais peut-être un peu fort, on en reparlera dans un instant avec mon invité. Et quel invité, puisque j'ai choisi pour nous parler de Fouché, de recevoir son plus récent biographe et le plus brillant, disons-le, Emmanuel de Varesquiel. Europe 1, au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. Emmanuel de Varesquiel, en coédition chez Talandier et Fayard, nous propose une de ces grandes biographies fleuves qui sont conçues pour vous emporter dans leur sillage et dans leur atmosphère pendant des soirées, pendant des semaines entières. À la fin de cette biographie, il nous parle de la mort de Joseph Fouché, bien entendu, et voilà ce qu'il dit. L'ex-oratorien conventionnel, régicide, policier et missionnaire, ministre de la République et du roi, quitte ce monde en homme qui n'en a pas fini avec la vie et aurait tant voulu léguer à la postérité un nom glorieux. Ce sera le contraire. Son nom est longtemps resté synonyme de trahison et d'abjection. Zweig, Stefan Zweig, en l'assimilant dans l'essai qu'il lui consacre entre les deux guerres au mal totalitaire alors en pleine ascension, n'a rien arrangé. L'ancien régicide a tant brouillé les pistes et effacé ses traces qu'il faut un rude flair et beaucoup de patience pour le suivre jusque dans ses paradoxes et sa complexité. Ce sont précisément ces paradoxes et cette complexité qui nous fascinent chez un homme comme Fouché. Joseph Fouché est avec Talleyrand, disait déjà Louis Sorel, l'un des hommes politiques les plus méprisés de l'époque de la Révolution et du Premier Empire. Homme sans conviction, arriviste né, il a servi tous les régimes, professé successivement toutes les opinions politiques. Et c'est vrai que je me rappelle toujours ce moment étonnant d'un cours que nous donnait Jean Tullard, il y a maintenant de nombreuses années, il faut vous le dire. Il nous parlait du fameux dictionnaire des girouettes qui inscrivait, qui faisait la recension, le répertoire le plus exhaustif possible de tous ceux qui, pendant cette période extrêmement troublée avec tous ces régimes, vous imaginez, on passe de la Première République avec la Convention, ensuite arrivera le Directoire, il y a la Terreur, le Directoire, le consulat à vie, l'Empire, évidemment, la restauration de Louis XVIII, les 100 jours, la deuxième restauration du même Louis XVIII. Bon, une période où tout change constamment et il y avait des gens qui changeaient, qui retournaient leur veste. On les appelait donc des girouettes. Eh bien, dans ce fameux dictionnaire des girouettes, il y a deux hommes qui se taillent la part du lion, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont vraiment la palme. Ce sont Talleyrand et Fouché, justement. Il se trouve que Emmanuel de Varesquiel nous avait brillamment parlé de Talleyrand et qu'il en fait de même maintenant avec Fouché. Pendant tout le 19e siècle, la mémoire de ce personnage trop sulfureux s'est trouvée occultée. En 1892, Louis Madelin, qui à l'époque est encore un jeune étudiant, évidemment nous avons l'image d'un Louis Madelin nettement plus rassis, le jeune Louis Madelin, devrais-je dire, décide de se pencher sur l'histoire de Joseph Fouché. L'idée lui est venue après avoir assisté à une représentation de Madame sans gêne de Victorien Sardou. Vous savez, au théâtre du Vaudeville, Fouché est un des personnages et il a particulièrement intrigué le jeune spectateur qui se dit « il faut que j'aille voir un peu ce qu'il en est ». À l'époque, Fouché n'est mort que depuis 70 ans. Alors Madelin se rend à la Bibliothèque nationale pour creuser un petit peu le sillon, pour voir un peu ce qu'il peut trouver de neuf sur le personnage. Ah ben il va trouver pas grand-chose pour tout vous dire. À l'époque, pas une biographie. Pas un article sur l'ex-ministre de la police, quelques pamphlets évidemment, 2 ou 3 mauvais ouvrages, rien de sérieux. Madelin se dit qu'il va devenir son biographe, il sera le premier véritable biographe. Fouché n'avait somme toute pas laissé tellement de traces. Ça ne facilite pas le travail de ceux qui se penchent sur son sort. Alors les traces, elles sont toujours indirectes. Elles sont très nombreuses en vérité, mais elles sont indirectes, on va y venir tout à l'heure. Il a eu sans doute, il a eu l'un des parcours les plus fascinants de notre histoire. Oui, on peut dire ça, parce qu'il a épousé l'histoire et en même temps, quand je dis qu'il l'a épousé, c'était dans un corps à corps. C'était un peu l'amour vache d'une certaine manière entre l'histoire et lui. Joseph Fouché était né à Nantes
en tout cas à quelques kilomètres de Nantes, devrais-je dire, le 21 mai 1759. D'ailleurs, on l'appellera, pendant la Révolution, Fouché de Nantes. Son père était capitaine de marine marchande, autrement dit, on est quand même dans une famille relativement aisés, sont des propriétaires terriens à Pellerin, près de Nantes, aussi à Saint-Domingue du reste. Il était lui-même destiné à suivre les traces de son père, seulement sa santé, pour le moins fragile, va le contraindre à changer de voie. Il est décrit d'ailleurs comme un jeune homme pâle, malingre, d'aspect un petit peu humble, comme ça. Il n'est pas du tout de ces jeunes gens qui s'imposent, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va entrer au collège des oratoriens de Nantes. À 22 ans, on est en 1781, il passe au séminaire de l'Oratoire de Jésus à Paris, rue Saint-Honoré, où il va recevoir les ordres mineurs. On a un peu oublié ça, bien souvent. Et sa carrière ecclésiastique, qui paraît s'ouvrir comme ça sous de bons auspices, va en fait s'arrêter là. Puisqu'en 1782, il change de voie d'une certaine manière. Il devient professeur de mathématiques et de physique au collège de l'Oratoire de Niort. Ensuite, il sera à Saumur, à Vendôme, à Arras. C'est d'ailleurs à Arras qu'en 1788, il fait une rencontre qui va évidemment changer son destin. Il rencontre, puisqu'on est à Arras, c'est pas très difficile à deviner, il rencontre Maximilien de Robespierre. Il rencontre à l'Académie des Rosati une société littéraire qui célébrait la poésie, la rose et le bon vin. Que faisait-on dans cette société ? Je ferme immédiatement la parenthèse pour continuer. Nous avançons dans la carrière de ce monsieur Fouché, qui est rappelé au collège de Nantes. Il est rapidement promu préfet des études, donc dans son établissement à Nantes. Et là, le jeune ambitieux va trouver un terrain favorable à son élection comme député à la Convention, nous dit sa biographie. Le 2 novembre 1790, il se fait présenter au club des Amis de la Constitution, ce qui va devenir les Jacobins. Le 17 février 91, il sera lui-même président de ce club. Il s'était présenté comme un modéré pour séduire l'électorat son électorat conservateur. En tout cas, c'est le début d'une carrière politique qui va, vous l'avez compris, changer constamment au gré de toutes les évolutions de cette époque. Finalement, ces projets aboutissent. Le 8 septembre 1792, il est élu député de la Loire-Inférieure à la Convention. Ça lui permet évidemment de commencer à envisager là une véritable carrière. Cette même année, vous voyez que l'oratorien a fait du chemin, il va épouser Jeanne Coignot, celle qui, en quelque sorte, malgré les volte-face répétées de son époux, restera toujours à ses côtés. Elle est une sorte de soutien indéfectible. C'est Alain Decaux qui parlait de la bonne Jeanne. Il l'avait épousée à Nantes en 1792, 10 jours avant de gagner la Convention où il venait d'être élu, nous dit Decaux. Elle était laide, irrémédiablement laide, avec des cheveux et des sourcils roux, des pommettes osseuses et une taille décharnée. Dès lors, elle a été la plus effacée des femmes, mais toujours présente. Elle a de son mari tout accepté, tout approuvé. Assurément, Joseph Fouché, cet époux qu'elle idolâtrait, ne pouvait pas se tromper. C'est pas tout à fait en tout cas à l'image qu'en a Emmanuel de Varesquiel, et nous lui poserons tout à l'heure la question, bien entendu. Alors le bonhomme, lui, il faut voir qui c'est, Fouché, hein. Toujours ce visage un peu blême, comme ça, assez exsangue. Il a des yeux extraordinaires, un regard assez fort, les paupières lourdes, ourlé de rouge, nous dit Alain Decaux, qui laisse filtrer un regard si terne qu'il pourrait paraître mort. Le nez est mince, les méplats accusés, les joues creuses, et puis il y a les lèvres minces comme un trait. L'allure générale, il est grand, il est fort sans être épais. Alors il va y avoir un moment très important, décisif, fondateur, on pourrait dire, dans la carrière de Fouché. C'est le moment où l'on va juger le roi Louis XVI. Vous savez, ce procès qui s'ouvre à la fin de l'année 1792. À certains des électeurs nantais venus à Paris rappeler si besoin était à leurs représentants leur promesse de modération, nous dit Madeleine, Fouché avait déclaré son intention formelle de se prononcer contre la mort du roi, si formelle qu'il avait préparé quelques phrases fort nettes pour justifier son vote et en avait donné connaissance à son ancien confrère de l'oratoire, Daunou, élu comme lui à la Convention. Sauf qu'arrive le moment crucial. On est le 16 janvier 1793, et là, alors les députés, vous savez, doivent monter à la tribune pour se prononcer tour à tour et dire quel sort ils réservent au roi. Chaque suffrage exprimé pour la mort étant accueilli par des acclamations, tout suffrage contraire l'étant par des vociférations et par toutes sortes de menaces, bien entendu.
Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'élus qui, au dernier moment, finissent par changer d'avis. Est-ce que Fouché est de cela? Là encore, une grande question qui mérite d'être posée, qui mérite d'être creusée. Toujours est-il qu'à ce moment-là, lorsqu'il est à la tribune, il va dire d'une voix toute faible « la mort ». Le voilà maintenant un peu obligé, en quelque sorte, de continuer sur la même lancée. Je ne m'attendais pas à énoncer à cette tribune d'autres opinions contre le tyran que son arrêt de mort, dira-t-il le lendemain, en modifiant quand même légèrement son discours. Il semble que nous sommes effrayés du courage avec lequel nous avons aboli la royauté. Nous chancelons devant l'ombre du roi. Sachons prendre enfin une attitude républicaine. Nous sommes assez forts pour soumettre toutes les puissances et tous les événements. Le temps est pour nous contre tous les rois de la terre. Eh bien, le voilà devenu un patriote acharné. Et d'ailleurs, il va se rapprocher de ce que la Révolution a de plus déterminé. Le 27 juin 1793, Fouché est nommé commissaire de la Convention dans les départements de l'Ouest et du Centre. Ça veut dire qu'il va notamment être chargé de recruter, vous savez, contre les rebelles vendéens. Et oui, on avance dans le temps, évidemment. Les pouvoirs qu'on donnait à ces commissaires étaient vraiment très importants. Il rassemble 400 jeunes gens en quelques jours seulement. Ensuite, le voilà envoyé dans la Nièvre. Il faut dire qu'il a fait plutôt bonne impression dans la première mission qu'on lui avait confiée. Donc, on lui en confie une plus importante encore, plus conservateur encore, le coin qu'il lui faut écumer. Pour s'intégrer, il décide d'y aller pas à pas et afin de flatter la population, il va pousser le vice, si je puis dire, jusqu'à prénommer sa fille qui est née le 10 août 1793, Nièvre. Mais ne voulant pas passer pour un tiède auprès des hébertistes, qui à Paris sont de plus en plus enragés, il va revoir là encore sa politique. Il enchaîne les discours hostiles aux propriétaires, à l'Église. Il va même jusqu'à proclamer l'abolition du célibat des prêtres. Voilà ce que nous dit Stefan Zweig. Il chevauche dans la ville dont il parle, c'est Moulins, à la tête d'un cortège, un marteau à la main, avec lequel il brise les croix, les crucifix et les images saintes, ces emblèmes honteux du fanatisme. Les mitres et les nappes d'autel sont entassées en bûchers, et tandis que jaillissent les flammes éblouissantes, la population danse allègrement autour de cet auto-da-fé. Et évidemment, tout ça est sous la plume de Stefan Zweig, qui immédiatement donne peut-être un peu trop de couleur locale à l'événement. Un extrait de la bande originale de Vidocq sur Europe 1 composée par Bruno Coulet. Dans un instant, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie, à la carrière de Joseph Fouché. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Et nous poursuivons avec vous, Franck Ferrand, votre récit sur la vie et la carrière de cet homme politique, Joseph Fouché. C'est le 30 octobre 1993 que le comité de salut public nomme Fouché à Lyon. La ville est réputée pour son conservatisme
elle vient tout juste d'être soumise. Il faut des hommes forts pour faire respecter les préceptes de la Révolution. Fouché est donc choisi avec Collot d'Herbois pour en quelque sorte redresser cette ville. Et en un mois, les deux représentants vont prononcer près de 2000 condamnations. J'ai eu l'occasion de vous raconter cette histoire il n'y a pas très longtemps. On a parlé de ce cas Subilion pendant la Révolution. On ne peut même plus, à un moment, on n'arrive même plus à les exécuter. On peut pas faire monter tout le monde à la guillotine. Et donc on va procéder aux exécutions en mitraillant certains condamnés. Ceux qui ne sont que blessés sont achevés à coups de sabre. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est une période d'extrême violence, bien entendu. Robespierre, c'est l'époque, vous savez, où Robespierre commence à se méfier des hébertistes, qu'on appelle les exagérés dans l'hémicycle. Enfin, c'est pas l'hémicycle, encore à l'Assemblée, devrais-je dire. Fouché est à nouveau à ce moment-là dans une impasse. Est-ce qu'il va avoir le temps de s'adapter, si je puis dire, et de se racheter très vite une conduite auprès de Robespierre? Il choisit la solution la plus efficace, celle qui va consister à rejoindre le clan de ceux qui veulent la tête de Robespierre. On est en Thermidor, vous savez, le 9 Thermidor, 28 juillet 1794, c'est la chute de l'incorruptible. Pour autant, Fouché va se trouver à ce moment-là dans une période très difficile. Il va subir 5 années très compliquées. Il obtient pourtant le soutien de Barras, l'un des directeurs du nouveau régime. Il devient en quelque sorte un agent de renseignement pour lui. On va voir exactement ce qu'il fait d'ailleurs pendant le Directoire. C'est un cas particulièrement intéressant. Et le 4 juillet 1799, il obtient finalement un poste alors là qui devient très, très intéressant. Il est ambassadeur à La Haye. Et 15 jours plus tard, il est rappelé à Paris car on vient de le nommer ministre de la police. Ça, c'est une consécration. On apprend avec stupeur que ce ministère est confié par le gouvernement du Directoire au citoyen Fouché de Nantes, que tant de gens appellent Fouché de Lyon maintenant, puisqu'il y a laissé cette terrible réputation. Et pourtant, l'homme qui entre au ministère, disons-le, est un homme nouveau. Le temps des mitraillades, des guillotinades, du partage entre les pauvres de tous les biens des riches condamnés à la misère ou à l'échafaud, ce temps-là est révolu, écrivait Savant. De toute façon, Fouché a bien conscience que le Directoire est chancelant, qu'un nouveau régime ne va pas tarder à prendre le relais. Le tout est de faire le bon pari, en quelque sorte, pour se placer avant tous les autres et s'assurer une place bien établie. Donc voilà une nouvelle, peut-être pas bifurcation, mais une nouvelle adaptation de Fouché qui va trahir Barras, qui le protégeait, je vous disais, pour soutenir le coup d'État du 18 Brumaire et l'arrivée de Bonaparte qui rentre d'Égypte, l'installation de Bonaparte au pouvoir. Alors, disons-le, au tout début, le général Bonaparte n'accueille pas très bien Fouché, qu'il voit comme quelqu'un de difficile à contrôler. Il y a cette réputation un peu sanguinolente qui s'attache au personnage. Il est parti, pour ce qui est de Bonaparte, il est parti en 1798 en Égypte. Il n'a pas assisté en quelque sorte à l'évolution de Fouché. Donc pour lui, il est resté sur une ancienne image d'une certaine manière. Finalement, Bonaparte, nous dit Louis Madelin, réalise que si Fouché en est, le coup est fait. Il se fait en effet en partie grâce à une connivence du ministre de la police générale qui, à vrai dire, ne s'est traduite que par l'abstention. Et le 20 Brumaire, Fouché reste ministre du consulat provisoire. Et le 10 Nivose, il est confirmé comme ministre du consulat décennal. Le voilà cette fois bel et bien en place dans ce ministère de la police. Au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Joseph Fouché et notamment à son ministère sous Napoléon. Alors, pendant toute cette période du consulat, c'est là que s'organisent en quelque sorte les méthodes de Fouché. On va y venir dans un instant. C'est très intéressant de voir comment il a fondé les bases d'une police que nous pourrions appeler moderne, avec des rapports quotidiens, avec l'infiltration de différents milieux, avec l'entretien de véritables filières, les mouches. On avait parlé de ça d'ailleurs avec Robert Mouchimblé il y a quelque temps. On reviendra sur tout ça tout à l'heure avec Emmanuel de Varesquiel. Je préfère avancer un peu dans sa carrière pour vous montrer jusqu'où il est allé. Lorsque Bonaparte devient consul à vie, on est donc en août 1802, le ministre commence à s'inquiéter
D'ailleurs, Fouché avait raison de s'inquiéter puisque le 26 Fructidor en 10, Bonaparte va supprimer le ministère de la police. Alors certes, il nomme Fouché sénateur, mais il lui retire en quelque sorte ce qui fait sa raison même, sa raison d'être. 18 mois plus tard, c'est la proclamation de l'Empire, on rétablit le ministère de la police. Napoléon rappelle Fouché. On peut dire que les deux hommes ont besoin l'un de l'autre, c'est le moins qu'on puisse dire en vérité. Mais ils ne s'aiment pas. L'empereur ne peut pas s'empêcher de penser que son ministre n'est pas si fiable que ça et qu'il pourrait le trahir. D'ailleurs, on va voir ce qui va se passer. On se rappelle le célèbre échange entre les deux hommes. « Vous avez bien voté la mort du roi », lui dit un jour Napoléon. « Oui, sire, et c'est même le premier service qu'il m'a été donné de rendre à votre majesté. » Napoléon a conscience en même temps des très grands services que lui rend son ministre et de l'incroyable quantité de secrets qu'il peut garder par devers lui. En 1808, il le fait comte d'Empire, puis duc d'Otrante en 1809. Et, je cite Sorel, en décembre 1808, Napoléon étant en Espagne, Fouché craint que la balle d'un guerriero ne le tue et pour éviter le retour des Bourbons, en accord avec Talleyrand, il forme un complot destiné à donner un successeur éventuel à l'empereur. Murat est choisi comme empereur possible. Instruit de cette affaire, Napoléon revient à Paris, disgracie Talleyrand, auquel il retire sa charge de grand chambellan, mais ne frappe pas Fouché. Cependant, quand Napoléon apprend que Fouché s'est lancé à son insu dans des négociations, cette fois avec l'Angleterre, et il y en aurait bien d'autres de ces négociations qu'on pourrait évoquer, on peut dire que là, il estime que le ministre est allé trop loin. Il est temps de mettre fin à cette collaboration qui restera tellement importante dans l'histoire. Le 2 juin 1810, Napoléon lui retire son portefeuille. Et on peut dire que, par ailleurs, Fouché s'est opposé, vous savez, à cette idée d'un remariage de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche. Tout ça n'est qu'un prétexte. Selon Madelin, l'empereur estimait que la présence de l'ancien proconsul terroriste ne cadrait plus avec l'ordre monarchique. Est-ce que c'est le point de vue d'Emmanuel de Varesquiel ? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Tout le monde, en tout cas, s'imagine que Fouché est fini. Mais lui, évidemment, n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il va soutenir la première restauration en 1814. Il deviendra même le conseiller officieux du nouveau roi, Louis XVIII. Tout comme il soutiendra le retour de Napoléon. Alors là, c'est pour ça qu'on peut parler d'une grande girouette, c'est qu'il a été de tous ces mouvements. Et au moment de reprendre ses fonctions pendant les 100 jours, il aurait confié à un ami, avant 3 mois, je serai plus puissant que lui, en parlant de Napoléon, s'il ne me fait pas tuer, il sera à mes genoux. Finalement, on sait ce qu'il va en être, la chute de Napoléon avec Waterloo. Et là, il y a cet épisode tellement connu, tellement célèbre évidemment, de cette alliance entre Talleyrand et Fouché. On verra ce que va devenir Fouché pendant la deuxième restauration et quel sort lui est finalement réservé. Un sort tout à fait inattendu puisque vous allez voir que, en l'occurrence, les députés vont se montrer plus royalistes que le roi. Bonjour Emmanuel de Varesquiel. J'ai volontairement laissé de côté un grand nombre de questions parce que ces questions, j'ai bien l'intention, figurez-vous, de vous les poser maintenant. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et dans Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Joseph Fouché, avec Emmanuel de Varesquiel, historien, écrivain et biographe, auteur de Fouché, les silences de la pieuvre, aux éditions Talandier-Fayard. Alors Emmanuel de Varesquiel, j'ai pris sur moi de jouer non pas les avocats du diable, mais les greffiers du diable d'une certaine manière. J'ai beaucoup puisé à la principale source qui existait avant vous, c'est-à-dire Louis Madelin, mais aussi à Stefan Zweig, mais aussi un certain nombre, à Sorel, etc., pour essayer de donner l'image qu'on a longtemps véhiculée d'un Fouché qui était une girouette, un opportuniste absolu, une sorte de cynique. Et d'ailleurs, très intéressant, une figure assez archaïque finalement, qui aurait été une sorte de survivance d'un certain ancien régime dans la période révolutionnaire et post-révolutionnaire par le goût du cabinet, du secret, etc. Le personnage que vous nous décrivez est très éloigné de ça. Vous nous montrez un Fouché beaucoup plus fin, subtil et finalement un peu moins opportuniste que l'image qu'on en avait. Oui, Fouché accède au pouvoir, est constitué par le pouvoir. Il accède au pouvoir grâce à la Révolution française dès 1789 et même 1788. Et au fond, il est constitué par la Révolution. La Révolution l'habite.
à la fois, je dirais presque physiquement, mais également par sa pensée, par sa vision et sa conception de l'État tel qu'il devrait exister. Et ne serait-ce que pour cette raison, et aussi parce que la Révolution l'habite et va l'habiter très rapidement par les intérêts. Dans un certain sens, Fouché est, avec beaucoup d'autres, un parvenu de la Révolution française. Pour toutes ces raisons, Fouché, au-delà de la thèse ou des thèses de certains de mes prédécesseurs comme Madelin, Fouché va rester fidèle à un certain nombre de principes et d'acquis de la Révolution. Il est constitué par ces principes et il ne les abandonnera jamais. Donc cette idée et cette vision d'un opportuniste qui change la couleur, qui retourne sa veste à peu près tout le temps, est une vision qui, à mon avis, est un peu limitée et réduit le personnage à sa pensée, à son action plus qu'à sa pensée. Ce qui est intéressant avec Fouché, c'est que c'est à la fois un acteur et un théoricien de la politique. Ce que on aurait pu suggérer à Madelin peut-être, c'est d'avoir plus travaillé sur les textes politiques de Fouché, où on a véritablement l'essentiel de sa pensée sur la Révolution, et également sur la question de savoir comment on fait la Révolution tout en rétablissant la paix civile. Fouché touche à des thèmes qui nous constituent aujourd'hui et sur lesquels nous vivons toujours, de toutes sortes. Il est au cœur de la construction de l'État moderne. C'est ça qui est passionnant. Et ces thèmes sont de toutes sortes. Quelle est la nécessité du secret dans la légitimité de l'État moderne lorsque cet État est un État démocratique? C'est toute la question, méthode et action de Fouché. Quels sont les rapports entre l'ordre et la liberté? Quels sont les rapports entre le droit et ce qu'on pourrait appeler la raison d'État, c'est-à-dire l'arbitraire, que Fouché exercera beaucoup? Quels sont les rapports entre la centralité et la périphérie? Fouché garde de la Révolution un principe de centralité révolutionnaire. Quels sont les rapports entre l'ordre civil et l'ordre militaire? Fouché a toujours considéré, ne serait-ce que par l'appel du peuple en armes, que le civil l'emportait sur le militaire. Il est donc profondément constitué par la Révolution qu'il n'abandonnera jamais, et en cela, il est un introducteur à la modernité. Alors, nous viendrons tout à l'heure à toutes ces méthodes et à tout ce qu'il a fondé pour notre État moderne, d'une certaine manière. Avant cela, j'aimerais qu'on règle un certain nombre de questions biographiques. J'ai donné quelques faits jusqu'ici. Il faudrait peut-être les interpréter d'abord sur ses origines, sur sa famille et sur cette formation religieuse, somme toute. Quelle en a été l'importance dans la formation du personnage ? Vous savez, Franck, en vieillissant comme biographe, j'ai une approche de plus en plus psychologique, plus psychologisante, et je m'intéresse de plus en plus à la patte humaine et à la chair et au sang de mes personnages. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire entre nous. Ce qui m'intéresse beaucoup dans mes personnages, c'est leur enfance. Je pense que ces personnages sont constitués au moment de leur enfance, et ce sont les failles de leur enfance. Et j'en ai trouvé un certain nombre, s'agissant de Fouché, qui ont été vraiment pour moi des fils conducteurs de la construction psychologique que j'ai essayé de faire du personnage. Ces failles, c'est la carrière et la vie de son père, qu'il perd très jeune. Il n'a pas 10 ans quand son père meurt en mer. On savait jusqu'à présent que son père était un capitaine de vaisseau, un capitaine de navire. En réalité, c'était un capitaine négrier. Il a pratiqué ce qu'on appelait autrefois le commerce d'ébène, le commerce triangulaire, et il s'est enrichi, il a commencé l'enrichissement. Il était marchand d'esclaves. Quand on imagine Fouché à Lyon en 1794, organisant l'une des fêtes, car c'était un extraordinaire organisateur de fêtes, c'est un révolutionnaire de la culture, Fouché, autant que de la politique. Et ça, c'est passionnant. Quand on le voit organiser une fête consacrée à la liberté des Noirs, avec une mise en scène de Noirs que l'on délivre de leur fer, et qu'on sait que Fouché est le fils d'un capitaine négrier, on se pose déjà quelques questions. Fouché a vécu son enfance en l'absence du père, probablement dans un sentiment d'identification profond avec sa mère, avec des frères et sœurs qui meurent très jeunes, en bas âge, très seuls, dans la solitude et le silence. Et il se constitue, ce n'est pas quelque chose d'innocent que cette enfance solitaire de Fouché. Il se constitue dans la solitude de sa famille, il se constitue aussi dans la solitude de l'oratoire, de ses études à Nantes. Vous savez que l'un des principes de l'éducation religieuse
oratorienne, c'est le dialogue solitaire avec Dieu, c'est l'objection de conscience, et tout ceci, bien entendu, le marquera profondément dans sa vie et dans sa carrière politique. Je vous ai vu tout à l'heure sauter sur votre siège quand j'ai dit qu'il se présentait comme un modéré pour faciliter sa première élection. Vous n'êtes pas d'accord avec cette version des choses? Fouché ment constamment dans ses mémoires, mais il y a une ou deux choses qui sont exactes, et notamment cette petite remarque qu'il fait lorsqu'il se présente à la veille de la Révolution française. Il dit « J'étais moralement ce qu'était le siècle ». Fouché est un fils des Lumières, un homme de la raison, un homme du cartésianisme qui cherche à remettre de l'ordre, dans le désordre des privilèges, désordre du royaume et de l'administration du royaume. C'est l'inventeur de l'administration moderne aussi. Et pour répondre à votre question, dès 1789, quelle que soit la proximité qui est la sienne avec Robespierre, il va se présenter comme l'homme du radicalisme. Quand il préside ce que vous avez mentionné dans votre très belle introduction, quand il préside la Société des Amis de la Constitution à Nantes, il prononce deux discours qui n'étaient pas connus de mes prédécesseurs, que j'ai trouvés dans un fonds d'archives privées. Et qui ne sont pas tendres. Qui ne sont absolument pas tendres et qui sont déjà, alors même que nous sommes avant la fuite à Varennes, qui sont déjà des discours antimonarchiques. Oui, on les citerait volontiers, mais je préfère avancer. Discours antimonarchique, est-ce que ça allait d'emblée jusqu'à l'idée qu'on puisse aller jusqu'à tuer le roi? Est-ce qu'il change d'avis en montant à la tribune de la Convention au moment du procès, donc au début de l'année 1793, ou est-ce qu'il avait bien l'intention d'aller jusqu'au bout? Ce qui est passionnant avec Fouché est un manipulateur d'opinion. Il a inventé la manipulation et le contrôle de l'opinion publique. Il a inventé aussi les rapports de l'opinion à l'homme politique et un paradoxe moderne qui concerne tous nos hommes politiques aujourd'hui, qui consiste à dire que plus l'homme politique est confronté à l'opinion publique, plus il invente les stratégies du secret et de l'opacité. Ça, c'est Fouché. Donc vous imaginez bien qu'il va passer sa vie à se recomposer. Quand il écrit ses textes hagiographiques à sa gloire, pour survivre dans la postérité. Lorsqu'il écrit ses mémoires, il se réinvente à la lumière d'une époque où il écrit, qui est celle de son exil, qui est celle de la Restauration, c'est-à-dire du retour de Louis XVIII, le frère du roi martyr Louis XVI. Et bien entendu qu'il va inventer sa modération et expliquer qu'au dernier moment, il a fini par voter la mort du roi par peur. En réalité, on a des textes qui prouvent que telle était son intention bien avant le vote du 17 janvier 1793. L'ironie de l'histoire, c'est que ça lui sera imputé à tort, finalement. C'est-à-dire qu'il essaie, lui, de s'excuser et on va lui reprocher d'avoir été un opportuniste et d'avoir constamment changé d'avis, bien sûr, à la Gaudie. On va lui reprocher d'avoir voté la mort du roi. Et puis, bien sûr, il sera le régicide jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, jusqu'à son exil final. Jusqu'à sa mort. Oui. À Lyon, c'est donc bien le vrai Fouché qui montre son vrai visage, si je puis dire, en plagiant Queneau. Fouché est à la fois un homme de principe et un homme de la manœuvre, du machiavélisme et du cynisme. C'est les deux. Un homme de la méthode, de l'action politique par la méthode, et d'autre part un homme de principe. Il parle de la politique comme de la morale des circonstances. Et il considère qu'on exerce la violence d'État en fonction des situations. La violence était partout en 1793. Je ne justifie absolument pas le mitrailleur de Lyon. Mais il faut savoir que la République en 93 est assaillie de l'intérieur et de l'extérieur. Elle est assaillie aux frontières par la première coalition autrichienne et prussienne et anglaise. Et elle est assaillie de l'intérieur. La Vendée est à feu et à sang. Toulon est occupé par les Anglais, tout le Midi est en révolte contre la Convention. Lyon vient de se révolter, une révolte girondine, en réalité une révolte aussi royaliste, contre la Convention, et il est chargé de remettre de l'ordre à Lyon. Il va donc exercer cette violence d'État, non pas avec sadisme, c'est pas un sadique Fouché, mais avec le cynisme, si j'ose dire, des grands hommes d'État. Qui va le conduire... La froideur, en tout cas. C'est un homme absolument dépourvu d'affect. Il n'a pas d'affect dans la mesure même où, au fond, c'est un hypersensible qui en permanence s'est battu contre lui-même et qui s'est sauvé par cette froideur, par l'ambition et par le pouvoir. Ça, c'est une explication psychologique à toute la méthode de Fouché. Mais au-delà des mitraillades, je voudrais dire un tout petit mot. Ce qui est intéressant à Lyon, c'est qu'il sort un texte qui s'appelle « Instruction de la commission provisoire de gouvernement », qui prône la révolution totale. Fouché n'a jamais été aussi loin dans la révolution que personne, y compris Robespierre. Révolution sociale, révolution économique, révolution culturelle. La régénération du pays est une régénération intérieure. Chaque citoyen doit se régénérer lui-même. D'où
le déchristianisateur qu'il a été, d'où les prêtres forcés au célibat, à la laïcité, puis au mariage. Donc là, vous vous rapprochez un peu de Zweig, justement, sur les parallèles qu'il avait pu établir avec le totalitarisme moderne. Oui, mais je ne parle pas de totalitarisme. La terreur n'est pas une idée, n'est pas une idéologie, même pas un système de gouvernement. La terreur, c'est une arme politique. Vous savez ce que voulait dire terreur dans l'encyclopédie du XVIIIe siècle? Ça voulait dire jeter l'effroi dans les rangs de l'adversaire. Et c'est exactement comme ça que ça se passait. D'ailleurs, la notion de terreur est utilisée des deux côtés, du côté de la contre-révolution et du côté de la révolution. Je n'ai pas la vision idéologisante qu'a Zweig de la pratique terroriste de Fouché. J'aurais bien aimé qu'on parle de Thermidor, de l'époque du Directoire, mais il faut qu'on avance. Donc, je vous propose dans un tout petit instant d'entamer le gros morceau de l'affaire, c'est-à-dire sa relation avec Napoléon Bonaparte. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Et c'est Joseph Fouché qui est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité Emmanuel de Varesquiel, historien, écrivain et biographe, auteur de Fouché, les silences de la pieuvre, aux éditions Talandier-Fayard. Dans l'avant-propos de ce bel ouvrage, on trouve cette phrase d'Emmanuel de Varesquiel qui nous raconte un coup de téléphone. C'était une voix féminine, dit-il. Ma mystérieuse interlocutrice se présente et s'explique. Son père, qu'elle venait de perdre, avait été un lecteur de Montalleran. Il lui avait conseillé de m'appeler. Elle entrait dans certains détails quand j'entendis soudain cette phrase qui me fit tressaillir et fera toujours battre le cœur d'un historien. Nous avons des archives. Quelles archives? Quoi? De quelle nature, Emmanuel de Varesquiel? Ça, c'est toujours un déclencheur. Il suffit pas d'avoir des archives nouvelles pour écrire une biographie, se lancer dans l'histoire, bien entendu, mais ça peut aider. En réalité, le fils de Fouché, qui s'appelait Joseph comme lui, a fait le contraire de son père, peut-être en réaction à la présence trop importante de son père. Il a dépensé l'argent qu'avait gagné son père, et Dieu sait que Fouché a fait une immense fortune après la Révolution. Et ayant des dettes, il a probablement conclu un marché avec son notaire de remise de dettes contre le dépôt des archives de son père. Et cette jeune femme qui m'a appelé au téléphone était la descendante du propre notaire de Joseph Fouché II, du fils de Fouché. Et cette famille avait extraordinairement et merveilleusement conservé cet ensemble d'archives, qui était intéressant à deux titres, public et privé. À titre public, parce qu'il y avait là tous les comptes secrets de la police depuis 1798 jusqu'en 1806, ce qui est absolument étonnant parce qu'on peut remonter tous les réseaux d'agents secrets avec les noms, les rémunérations, les dates de mission, les lieux de mission. Et ça, c'est un document inestimable. On pourrait presque faire un livre part entière sur ces archives-là. Et puis, il y avait un autre fond qui était passionnant et là, qui concerne la vie privée de Fouché. C'est que pour la première fois, je tombe sur des lettres de Fouché à sa femme, sur des lettres de Fouché à ses enfants. Et là, je vois et je découvre, vous savez, comme les poupées russes. On a la grande poupée qui est l'homme public et puis à l'intérieur se dissimule la petite poupée russe qui montre, je dirais, l'intimité du personnage. Et là, on a une sorte de père Goriot, un papa poule, un personnage qui est totalement soumis à ses enfants, qui voue un amour inconsidéré, passionnel pour ses enfants et pour sa femme. On renverse presque. Et qui est un espèce de tendre. C'est un gentil gars, quoi. Et je cite à ce moment-là cette phrase de Borges, qui est l'un de mes romanciers préférés, qui disait de ses personnages, mes personnages sont doubles et le vrai, c'est toujours l'autre. Eh bien, ça correspond tellement bien. Cette ambivalence de Fouché est extraordinaire. Et alors, j'émets une thèse psychologique de ce point de vue-là, c'est que Fouché, ne s'aimant pas lui-même, c'est à la fois, et méprisant par le fait les autres, c'est à la fois réfugié dans l'intimité de sa famille, dont il a fait une sorte de forteresse vide, si j'ose dire, et d'autre part, dans le cynisme et l'ambition du pouvoir. Et ceci explique cela. Là, on atteint à la haute psychologie, c'est passionnant.
Si nous faisons tous de l'histoire à des degrés divers et sous des formes différentes, c'est peut-être pour justement toucher du doigt de temps en temps ces réalités psychologiques qui sont l'éternel humain finalement. Revenons à Napoléon Bonaparte et à ses liens avec Joseph Fouché. Les deux hommes se servent l'un de l'autre incontestablement. Ils s'estiment, et même au-delà. Est-ce qu'ils se respectent vraiment? En tout cas, ils ne s'aiment pas, ça c'est sûr. Écoutez, Franck, tous les rapports qu'ont entretenu Fouché et Bonaparte sont des rapports hérissés de miroirs et de clous. Oh là là. Ce sont des rapports de grands prédateurs de la politique. Avant même le coup d'État de Brumaire, c'est-à-dire novembre 1799. Et au fond, ils vont collaborer par nécessité des deux côtés. Non seulement ils ne s'aiment pas, mais ils se haïssent. Vous connaissez la phrase la plus célèbre de Napoléon à l'égard de Fouché. Comment voulez-vous que j'ai confiance en un ministre qui un jour fouille dans mon lit et l'autre dans mon portefeuille? La réputation et la réalité de la connaissance qu'avait Fouché de la société, du renseignement, de cet extraordinaire homme du renseignement qu'il était, de la surveillance, a fait que Bonaparte, qui par ailleurs avait le génie du soupçon, comme Fouché d'ailleurs, n'a pas pu supporter la présence de cet homme qui savait tout, qui à la fois le protégeait, mais en même temps pouvait être un danger pour lui. Et pouvait se retourner contre lui, puisqu'il y a ce moment en 1809 où il est pas très loin de prendre le pouvoir, en quelque sorte. Fouché s'assimile tellement au pouvoir qu'il veut prouver à Napoléon qu'il a une véritable puissance. Et lorsque Napoléon est à Wagram, se bat contre les Autrichiens, les Anglais décident de débarquer sur les côtes de Hollande, dans l'île de Walcheren, en juillet 1809. À ce moment-là, Fouché, tout seul, sans demander rien à personne, lève l'intégralité des gardes nationales françaises, ce qui évidemment n'a pas beaucoup plu à Napoléon, qui trouvait que son ministre de la Police et de l'Intérieur, par ailleurs, prenait un peu trop ses aises par rapport à lui, qui était évidemment le chef suprême. Est-ce que son sort était déjà scellé à partir de ce moment-là? Parce qu'il ne partira qu'un an plus tard. Mais il complique un peu sa situation en négociant secrètement la paix avec les Anglais, probablement d'ailleurs en partie au su de Napoléon, mais peu importe. Il devient pour Napoléon une présence, je dirais, trop populaire, un homme qui sait trop de choses pour finir par devenir trop encombrant. Et donc, il est disgracié en 1810 dans une espèce de scène, parce que ce qui est formidable chez Fouché, c'est que c'est à la fois un homme d'État, mais c'est aussi un aventurier, mais c'est aussi un conspirateur. On a des profils très différents chez cet homme. Et la scène de la disgrâce, avec des papiers qu'on dit qu'ils ont été brûlés, qui finalement n'ont pas été brûlés, qui sont les lettres intimes de Napoléon à Fouché, dont Napoléon veut la restitution, avec lesquelles Fouché fait du chantage, pour finalement, alors qu'il a été nommé gouverneur de Rome, pour être totalement disgracié et pour avoir peur au point de s'enfuir dans la nuit et de se cacher chez des amis. Cette scène est une des scènes, je dirais, quasiment à la Eugène Sue de la vie de Fouché. J'allais dire Balzac, mais c'est plutôt Eugène Sue, vous avez raison, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est hautement romanesque. Il valait mieux avoir Fouché dans son camp que dans celui d'en face, évidemment. Il va trahir d'une certaine manière. À condition de savoir le garder, oui. Voilà, c'est ça. C'est inouï de voir ce régicide, celui que vous nous avez présenté comme un révolutionnaire bon teint, devenir le conseiller, le soutien, le ministre du frère de Louis XVI, Louis XVIII, remonté sur le trône. Alors Fouché pense que le fait de servir et de prêter serment dans les mains de Louis XVIII constituera son absolution, c'est-à-dire que par ce serment, il obtiendra le pardon de son régicide. Il ne renie pas pour autant personnellement son régicide. Je ne pense pas qu'il y ait de remords. Mais nous sommes à une période, le retour de la monarchie, le retour des Bourbons, où les régicides sont en ligne de mire et où il ne fait pas bon avoir tué la mort du roi en 1815. Il pense, car il veut conserver le pouvoir, que le fait de prêter serment à Louis XVIII et de parvenir à devenir son ministre, être le ministre du propre frère de celui qu'on a envoyé à la guillotine, c'est quand même extraordinaire. Quel grand écart! Quel grand écart! Et il va se tromper. C'est probablement le pouvoir, la marche en trop du pouvoir qu'il gravit. La roche tarpéenne n'est pas loin. Et ça sera le moment de sa chute, car il ne va pas résister à la contre-révolution, à la réaction ultra-royaliste qu'on a appelée la terreur blanche, qui va se développer
après le second retour de Louis XVIII à Paris à partir de juillet 1815. Et les dernières années de sa vie seront des années d'exil. Oui, parce qu'on a exilé tous les régicides, tout simplement. Ils sont tous partis en exil. Oui. Mais l'exil de Fouché a été particulièrement féroce. D'abord parce qu'il a duré jusqu'à sa mort. Et ensuite parce que Fouché a été, je dirais, la cible de toutes les violences et de toutes les critiques. On retourne contre lui la violence qui a été la sienne pendant la Révolution française, dans un certain sens. Et le personnage de Fouché en exil est un personnage qui est presque touchant, qui est émouvant. C'est un personnage extraordinairement romantique, qui erre aux quatre coins de l'Europe en espérant toujours regagner le pouvoir. Et au fond, il va finir par mourir de ne plus avoir le pouvoir. Ce qui est passionnant dans le personnage, c'est qu'on peut, avec lui, quelle stature, faire une sorte d'anthropologie d'un homme de pouvoir. Ça vaut pour son époque, ça vaut pour aujourd'hui. Toutes les époques, pour aujourd'hui, et même pour des époques bien plus anciennes, parce qu'on pense à plusieurs reprises à l'Antiquité dans la façon dont vous abordez les choses. On a toujours à l'esprit la célèbre pièce de théâtre devenue un film, d'ailleurs Le Souper, où on voit l'espèce de joute verbale extraordinaire entre Talleyrand et Fouché. Le Fouché que vous nous montrez est quand même moins brillant que ça, peut-être plus pénétrant, plus puissant intellectuellement, mais moins brillant, moins salonnard, si je puis dire. C'est moins un Fouché de légende noire que je dirais qu'un Fouché de la réalité politique de son temps. Ouais. Alors, nos auditeurs essaient de faire des comparaisons. Lucille nous demande, est-ce que Fouché a inspiré l'inspecteur Javert ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Bien sûr, Fouché a inspiré toute cette littérature romantique noire, de ses agents secrets, de ses grands inspecteurs de police, depuis Balzac, depuis Une ténébreuse affaire de Balzac, jusqu'aux Misérables et à Javert, qui est un épigone direct de Fouché. Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel. Fouché, Les silences de la pieuvre, c'est cette très belle et très fouillée biographie qui paraît en coédition chez Talandier et Fayard. Merci Franck Ferrand. Merci beaucoup Bénédicte, nous nous retrouvons lundi.